Super. Cool. Est-ce que tout le monde a mangé leur pizza? Ils ont leurs cookies, leur fromage? Everything's good? Cool. Ben, merci beaucoup d'être venu pour le pizza, les biscuits, le café et peut-être aussi nous. Vous présenter. Moi, c'est le slide. Moi, c'est Jeffrey Dungan. Je suis un des cofondateurs de Really Active. Je travaille avec Igal qui est en train de filmer, avec Afed ou Lattès et mon collègue Benoît. Benoît, tu peux dire bonjour rapidement. Oui, Benoît Pomerleau. Moi, je suis du côté des opérations pour Reactive. C'est ma 10e année avec Reactive cette année. C'est vrai. Donc, je suis ingénieur en formation, production automatisée, l'ATS. J'ai un BA aussi l'École des sciences de gestion. Et j'enseigne aussi à l'École des sciences de gestion introduction à la gestion des opérations et gestion de technologie Internet des objets pour les entreprises. Cool. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des choses sur l'Internet des objets, open source, tout ça. Ben, finalement, c'est Igal qui a scrapé, mis ça ensemble. So, en tout cas, question, est-ce qu'il y a du monde qui sont intéressés un peu par Internet des objets? Show of hands, a little bit. OK. Est-ce que la partie open source était allumant aussi? Un petit peu. C'est plus IoT, hein, c'est ça? OK. Parfait. Ben, on va discuter de ça. Comme d'habitude, Québec, whatever, on va faire que les diapos sont en anglais. Et moi, je vais présenter en français, plus ou moins, un peu franglais. Si vous avez des questions, English, French works, obviously, puis soyez pas gênés de demander des questions, parce que c'est ça, le mode interactif. Bon, so, grosso, Internet des objets. Ce que je trouve, ça fait déjà longtemps qu'on est là-dedans, mais tout le monde traite vraiment sur the things, les choses eux-mêmes. Là, so, tu vois, on a apporté du hardware, des bidules, tout ça. Tout le monde fait comme, wow, OK, ça, c'est des objets. Mais la réalité, dans l'Internet des objets, quand tu vas faire un peu comme un vrai cas d'affaires, régler des problèmes, etc., ben, c'est vraiment les données qui portent sur le monde physique. C'est ça l'Internet des objets, c'est des données sur le monde physique, pas juste des données dans les airs et tout, qui sont quand même captées d'une certaine manière par des objets, soit directement ou indirectement. That's what it's really about. So aujourd'hui, on va parler évidemment des things parce qu'on triple là-dedans, mais l'objectif, c'est vraiment plus les données. Alors, c'est quoi notre vocation Really Active? Pourquoi on est ici? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bon, les objets. Regarde, j'ai apporté des belles bébelles qui captent genre présence. Il y a des radars Bluetooth, des choses qui font du energy harvest et tout ça, des boutons panique, tout ça. Super le fun. Ouais, ça c'est cool. T'achètes ça, tu dis, all right, nice, on va faire de quoi avec? Là, j'imagine s'il y a du monde qui savent comment programmer. Ouais, avec un peu de Copilot, oui, OK. Puis, no Copilot, non? The purists? Good, I'm purist. Still. Puis tu dis, OK, cool, c'est super le fun, mais là, je veux juste mes données utiles que je peux vraiment utiliser du monde physique, ok, de ce que je veux capter. Puis, ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est le What's part 2, là? OK? Ça encore, c'est la partie difficile. C'est de passer de, OK, j'ai un objet qui produit des données, mais de les rendre utilisables d'un format standard pour que réellement on peut faire des analytiques, les analyser et tout. Ça, c'est encore difficile. Alors, pour présenter rapidement, nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Really Active, c'est un startup montréalaise fondé en 2012. So we're an old startup, mais on est encore un peu startup dans trouver notre affaire. Mais finalement, ici, si on voit, il y a plein de technologies et de compagnies qui font des objets physiques, qui produisent des données en sans fil. Mais ce qu'on veut réellement, c'est qu'on veut des données qu'on peut mettre en marche, qu'on peut utiliser. Puis nous, dans le milieu, c'est ça notre technologie, c'est un interlogiciel, French word for middleware. C'est lui qui prend tout ce qui est comme généré par le hardware et le met dans le langage du software, en JSON, pour que ça soit utilisable. So, notre produit est comme juste une couche hyper mince dans l'Internet des objets. Mais côté expertise, c'est ça. On connaît beaucoup de ces capteurs-là. Puis avec notre réseau, comme les égales de ce monde-là, on est capable de connaître beaucoup de vendors et tout pour le hardware. Mais de l'autre côté, de le mettre en utilisation. Moi, je suis ingénieur nerd, je suis formé comme computer engineer. So, moi, je traite vraiment dans cruncher toutes ces affaires-là. Mon collègue Benoît a un background plus opération. C'est vraiment quand les données sont utilisées,
Mais là, c'est toute une autre problématique. Puis notre expertise, ça va jusqu'à là. Et on peut en parler un peu plus. Alors, Internet des objets, un des plus gros problématiques qui existent encore, c'est cette question-là de interopérabilité. C'est super fun. Qu'est-ce qui comprend tout le hardware dans l'Internet des objets? Regarde, il y a des choses comme des gateways, des access points. On connaît c'est quoi un access point? Il y a quelqu'un qui pointe un access point dans la salle? Ouais, la boîte là, qui est marquée Cisco. Ouais, c'est ça qui vous donne le Wi-Fi. Mais ça peut faire autre chose aussi. On va en parler un petit peu. Il y a des lecteurs RAIN RFID. Il n'y a pas du monde, c'est la première fois qu'ils entendent parler de RAIN RFID. Vous connaissez tous RAIN RFID? Non? OK, parfait, c'est beau. Ça, c'est les petits, quand vous achetez des vêtements un peu plus dans certains magasins comme Uniqlo ou Decathlon, comme des petites puces là-dedans pour de check-out, ça va vite. Il y a des lecteurs pour ça. Des caméras IP. Moi qui ont travaillé avec des caméras dans leur domaine à date, ouais, ça. Raspberry Pi, on connaît ça? Spam? We could have had a Raspberry Pi for dessert. Okay, next time, next time. Puis aussi des choses comme des petites puces pour tracker des objets, des personnes, des capteurs sans fil, vos téléphones. Tout ça, c'est du hardware qu'on connaît. Et puis, de l'autre côté, ben, qu'est-ce qu'on aime si on est plus dans le monde numérique? Ben, les API. On aime ça. Web apps, OK, cool. C'est que du monde sont web, gross, that's for old people. Mais moi, je suis encore là-dedans. Base de données, des suites d'analytiques, MQTT. Vous avez déjà passé à travers MQTT dans le vie. Au PCUA, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré ça dans leur carrière à date? Quelqu'un assez industriel? OK. C'est très obscur. Moi, je l'ai appris aussi à cause de nos clients, mais c'est industriel. C'est comme une QTT, là. MQTT, c'est genre le bureau de poste. Okay? C'est-à-dire que tu peux distribuer des données comme tu veux, mais ce qui est dans les enveloppes n'est pas important. Au PCUA, c'est un standard interopérabilité industrielle. Cela, ça va préciser un peu plus c'est quoi les messages qu'on passe, c'est quoi le contenu des messages pour que les machines et les logiciels soient capables de parler ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives différentes. Il y a Sparkplug, etc., etc. Mais j'ai limité un peu parce que sinon, on parle forever. Node-RED, j'imagine que tout le monde a utilisé du Node-RED dans leur vie pour connecter le if this then that of the open source. Parfait. Alors, c'est ça qu'on essaie de dire. Peu importe quel hardware tu achètes, quel software tu utilises, qu'est-ce que tu veux, on va être capable de traduire ça en temps réel pour que vous avez des données utilisables de ce bord-ci. L'interlogiciel s'appelle Pareto Anywhere. Tout le monde qui connaisse le concept de Pareto, la règle 80-20. Ouais, pour toi, c'est cool. Ouais. So, l'histoire super rapide de ça, mais on était dans le commerce de détail pour essayer de comprendre les patterns de comment est-ce que du monde magazine et tout. Là, on dit comme, ben, on a besoin d'être capable de suivre chaque personne par leur téléphone mobile, on a besoin d'avoir toutes les données. Puis on dit toujours, non, si tu as juste assez de données, ça va te donner suffisamment de résultats, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est good enough. C'est beaucoup de la philosophie de ce qu'on fait. Good enough, c'est mieux que excellent, mais pas utilisé. C'est good enough, utilisé, ça fait de quoi? Ça s'appelle Pareto un peu à cause de ça, d'autres raisons. Puis c'est du Node.js. Il y a du monde ici qui ont des thumbs up, thumbs down pour Node.js. Je sais que ça fait un bout que ça existe. Puis de tout Python. C'est dans ton livre? Ouais. Non? C'est Jeff, you should be in Deno, you should be using Rust, you should be using whatever. En tout cas, ça dépend du groupe. C'est le moment où je parle de ça, puis le monde. That stuff doesn't excite me. Non? OK. Cobalt. Bon, on arrête. Yeah. OK. Si tu veux faire ton genre, oui. Ouais. Alors, finalement, on va parler un peu de ça. Vous êtes peut-être plus intéressé par le côté données. Ben c'est ça, c'est du JSON, du JavaScript Object Notation. Puis côté des données qui sont sensorielles, de qu'est-ce qu'on peut capter, sentir dans un espace physique, ce qu'on a fait, c'est une des choses qu'on a vraiment, c'est que peu importe quel capteur tu choisisses, c'est qui l'a fabriqué, c'est du Bluetooth, c'est du Rain, c'est du Ocean, whatever, c'est les mêmes propriétés. Si tu as quelque chose qui envoie de la température, ça va toujours température. Ça va toujours être en Celsius. Nous autres, ça va être normal. Nous, on a beaucoup de nos clients aux États-Unis. Puis je dis, yes, température, c'est en Celsius. À convertir, là, tu sais. Puis on peut vous facturer pour créer un programme qui va traduire les températures en Fahrenheit. Une blague, là, pour... ouais, ça dépend du client, hein? Hein?
maybe an engineer, but I'm learning business skills. So, ouais. So, finalement, c'est ça l'idée, c'est que si vous dites, écoute, je suis intéressé par l'Internet des objets, mais je suis intéressé par des données. Tu sais, les bidules, c'est le fun, vous allez jouer avec, mais à un moment donné, c'est comme n'importe quel bidule. OK, tu as eu ton fun. La partie d'avoir ça à volonté, un gros buffet de données qui arrive, mais c'est vraiment là, la magie. So, c'est ça que l'on fait. So, tout ça, c'est pour mettre en place un peu qu'est-ce qui fait Really Active. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on est quand même installé dans le lab Latest, dans le lab IoT, possiblement éventuellement dans le MT Lab de nouveau. On a plusieurs endroits autour d'ici, là, on est là-dedans, puis les données sont accessibles, tout est open source, alors il faudrait les utiliser. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ce qui est dans la photo ici? Même pas toi, Fred, hein? Tu l'as jamais vu? Supposé représenter C'était sur ton c'était sur ton commande. C'est ton bureau. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié. Un projet Waterfall de 3 ans, 12 millions de dollars, puis check l'Internet des objets dans un coin sur des boîtes. Là, que les étudiants ont ça, c'est débranché. full écologique, là. On n'a pas pris des nouveaux bureaux, on a juste pris des boîtes, là, tu sais, c'est UQAMois au bout, puis non, pas vrai. Mais réellement, si vous n'avez pas vu ça encore, je suis content de le présenter maintenant, parce que c'est l'étage en bas. Non, non. C'est cet étage ici, même? Oui, c'est cet étage. Même au quatrième. Tu vois, c'est pas si loin d'ici. Pas si loin. Puis, qu'est-ce qu'on a là, très, très, très rapidement? Mais il y a un de vos belles super ordinateurs qui vient de je ne sais pas quel projet, mais là, j'ai mis Ubuntu là-dessus, puis lui, ça roule notre InterJSON. OK? Ça roule notre Node.js là-dessus. On a 3 access points de Aruba pour un peu niaiser les TI ici, parce que ici, vous êtes Cisco. Okay? All the way. I know. So that's it. On a pris du Aruba parce que c'est plus ouvert que Cisco. So ça fait notre affaire. Ils sont là, mais je ne les ai pas branchés au réseau. Pas comme mon collègue Benoît. Benoît est rentré avec un briefcase, avec un access point Aruba. Première chose qu'il fait, branche dans votre réseau câblé. Puis on a un access point live d'un autre manufacturier rogue dans cette salle-là. Il a encore combien de temps avant que les TI rentrent avec. En tout cas, on a ça pour, comme infrastructure pour capter du Bluetooth et autre chose. Et puis ici, on voit une petite interface de c'est quoi les données qu'on voit et des petites bidules comme les mêmes comme j'ai amené ici. Vous avez ça chez vous. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces équipements-là? Peut-être pour vos projets d'intérêt, pour autres. Encore intéressant? Yeah? OK. Là, c'est le but de la présentation. OK. Mais ici, il n'y a pas d'étudiants de lab. Ben, c'est bon, mais les autres, ils vont devenir des étudiants du lab, Ouais, ils vont c'est venir ça. parce que ça va être la place le plus À cool. Toi, tu es des Polytechniques, je crois. Oui. Tu allais prêcher la bonne parole. Faut prêcher la bonne parole. Ok. Oui, Egal a eu son diplôme à Polytechnique. C'est bien que je sois sorti. Moi aussi, je suis diplômé, j'ai ma maîtrise polygraphe. Justement, c'est bien que je sois sorti. Et Benoît, c'est ETS. Oui. Ingénieur, ouais. On couvre quand même bien le rayon de Montréal. Cool. Alors, environmental monitoring. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu le problème à l'UQAM qui ont dit, ben écoute, la salle de cours est trop chaude, c'est trop humide, c'est trop froid. Déjà passé à du monde? Hein? Internet of Things can solve that problem. Comment? Avec un beau capteur qui ressemble un peu à ça, ou ça peut être des autres capteurs de température. Dans le lab Latest, il y a des ventilations comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un petit capteur. Lui, ça roule sur 2 piles AA. Ça veut dire que tu peux les changer. Mais ça roule pendant 5 ans sans problème. Et à toutes les 5 secondes, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un message qui dit, voici ma température, voici l'humidité et son niveau de batterie aussi. Et dans le lab Latest, on le capte à travers le access point. On fait la traduction parce que si dans les airs, c'est le protocole Bluetooth sur des 1 et 0 que tout le monde n'aime pas ça. Là. Ça, c'est pour du monde plus embedded que moi. Et de l'autre côté, nous, on sort du JSON avec température, humidité. Ça, c'est le fun. Si vous voulez, vous pouvez dire, c'est quoi les meilleurs moments de la journée pour venir quand c'est confortable et autres. Ou de comparer, est-ce que le système marche bien, est-ce que c'est débalancé? Parce qu'on peut toujours mettre, il y a le thermostat probablement à quelque part ici, puis dire, OK, écoute, check le Super Technology Honeywell analogique ici. OK?
Ben, on pourrait mettre un autre capteur ici, puis voir, ben, est-ce que lui est mal calibré ou autre là, pour changer. Je sais pas. Mais la réalité, c'est que tu as des données en continu qui sont pompées dans une base de données. Si vous jamais faire des analytiques, ou si vous êtes capable de demander à ChatGPT comment faire quelque chose qui va faire des analytiques, vous pouvez faire des analytiques, faire des projets. All right. L'autre capteur qui est quand même très cool, ça c'est lui, c'est le PIR. Si vous voulez le passer dans la salle pour voir c'est quoi. Combien ça coûte? Ah, c'est le capteur qui est capable de faire de l'infrarouge passif pour comme des systèmes d'alarme pour avoir une détection de personnes. Il y a température, humidité et illuminance. Ça veut dire comme est-ce que les lumières sont allumées ou pas. Combien? How much? $20. Freight on board China. $20. What we got? 15. 15? Too bad. Price is right rules? Non, pas du tout low. Présente-moi ton fournisseur. Ouais. So, c'est un peu difficile de le dire maintenant, à cause de toutes les choses qui se passent dans le monde, mais en général, c'est ça. Lui, c'est à peu près une vingtaine de dollars freight on board China. Puis si tu achètes en volume, ben, le prix, ça descend. Peut-être, Monsieur qui monte 100 $. Ça veut dire que ça coûte plus cher l'installer, typiquement, si vous faites ça dans un vrai déploiement, que le coût du hardware lui-même. C'est ça qui est cool avec ça. Alors, lui, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, il va te sortir du JSON, on connaît bien ça. Il va sortir is motion detected, ... Tu vois, j'avais pas la place pour le mettre. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Oui, non. Ouais, true, false. C'est ça, true, false. Pas plus compliqué que ça. Illuminance, ça c'est en luxe. Température, Celsius, relative humidity, pourcentage. That's it. Et nous, on l'utilise, je veux dire, c'est tout con là, mais pour l'installer, tu as dit que c'était l'installer. Je l'ai collé, puis il était installé. Complexité de déploiement zéro. On a eu un magasin au Labayochi avec une cabine d'essayage. Et c'est qu'on monte des scénarios d'affaires. Et un des scénarios, c'était si jamais il y a un vêtement qui est oublié dans la cabine d'essayage, ben ça, on le détecte avec Rain RFID, ben, déclencher une alerte après X minutes. Ou alors, s'il n'y a personne dans la cabine et que le vêtement est là, ben, j'utilise ça pour savoir s'il y a quelqu'un dans la cabine, puis j'utilise du RFID pour détecter les vêtements. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux pour générer des règles d'affaires. Ouais, c'est ça la magie avec ça, c'est sans fil, c'est autonome et tout. Si les infrastructures sont déjà là pour capter, comme des access points qui couvrent tout un campus, exemple, là, tu places l'affaire, tu captes les données que tu veux, pour savoir, ben, puisque du monde utilise vraiment les fonds des bornes d'eau ou quelque chose, ils vont dans la cabine de CH, pouf, vous avez des données. C'est ça. Et c'est là où nous, on arrête, puis là, les données sont dans une base de données, puis il faut faire quelque chose avec, pour les mettre en utilisation. Continuez dans la test. Ce n'est pas de Bluetooth. Si. C'est du Bluetooth. Oui. So, une chose à dire sur Bluetooth. Bluetooth, le classique, tout le monde qui s'en souvient de ça, l'idée, c'était qu'on n'a plus besoin d'un câble. OK? Classic Bluetooth, c'est ça. C'est-à-dire que je suis capable de faire un souris qui fonctionne en Bluetooth parce que c'est en pairing, puis ça passe, c'est comme bidirectionnel. Vos écouteurs, quand vous allez dans votre voiture, puis le pairing de votre téléphone, c'est le Bluetooth classique. Bluetooth Low Energy, c'est celui-là qui permet que n'importe quel de ces dispositifs peut se réveiller, envoyer un message dans les airs pour le fun, peu importe si quelqu'un écoute, puis il rendort. That's it. Puis là, n'importe qui peut écouter. Soit là, par exemple, avec mon laptop ou tout le setup que Benoît a ici. On est juste en mode écoute. On écoute. Puis par hasard, il y a un message qui arrive. Ah, cool, il y a un message. Puis une des choses spéciales qu'on fait chez nous, c'est qu'il y a tellement de ces messages dans ces airs-là. Si vous avez des téléphones, des iPhones ou whatever, là, et ça jase, ça jase, ça jase. Puis vous pouvez voir après sur l'écran de Benoît, mais il va y avoir un nuage d'objets qu'on découvre dans la salle, juste par le fait qu'il y a plein de choses qui envoient des messages dans les airs. Sur le Bluetooth, c'est ça. C'est le Bluetooth Low Energy, qui permet des dispositifs qui coûtent vraiment pas cher à juste envoyer des messages pour le fun avec une portée d'une dizaine de mètres. Je m'attendais qu'elle utilise une autre technologie comme Bluetooth. Mais il y a plein d'autres. Moins cher. Et quoi? Ça pourrait être moins cher que Bluetooth. Ça, c'est difficile. Bluetooth, ça a vraiment gagné par le fait qu'ils produisent tellement de puces que c'est difficile à battre le prix. Il y a une compagnie en Californie qu'on connaît qui ont fait un chip Bluetooth, mais c'est vraiment du bit-bang Bluetooth. Ça veut dire qu'il n'y a pas comme tout un stack là-dedans. C'est vraiment comme un ASIC qui fait juste dis-moi le message que tu veux que j'envoie, on l'envoie. Et avec ça, ils sont capables de faire des tags
des petites puces, des produits complets à 1 $, Trade on Board China. So, tu peux acheter quelque chose avec une batterie qui fait Bluetooth pendant des mois pour 1 $. Ouais. Il y a Zigbee et Z-Wave aussi. Oui, so Zigbee, Z-Wave, ça c'est plus dans le domaine domotique un peu, parce que c'est du mesh. Ça fonctionne aussi. Puis un mesh, ça veut dire que tu as un peu plus de préparation pour que tous les items, de provisioning pour que tout est là. Nous, on ne le fait pas dans le Zigbee parce que c'est un peu plus compliqué, puis il y a des joueurs établis. Pareil comme il y a du LoRaWAN. Ça, si on pense à Internet des objets, c'est à longue distance. Mais celui-là, ça fonctionne un peu comme des telcos. Comme les Bell et les Krudo et les TELUS de ce monde-là. Ils aiment le LoRaWAN parce que c'est vraiment le OK, j'ai une affaire qui est sur mon réseau, il doit être préenregistré et tout. Nous, tout ce qu'on fait, c'est tout qui produit des données sans fil spontanées. C'est-à-dire des puces RFID qu'on va montrer après si vous voulez, mais tu le scannes, ça donne l'information. Il n'y a pas de j'ai besoin de connaître quelque chose à C'est l'avance. quoi la portée de LoRaWAN? Ça dépend. Mais tu peux avoir 15 km facilement. Mais LoRaWAN, c'est Ouais, très distant. Ça permet des distances beaucoup plus grandes que Bluetooth. Ça fait un réseau. Et LoRaWAN dans les bâtiments, ce qui peut être le fun, c'est si vous avez un tel type de bâtiment, vous mettez peut-être un gateway par étage ou même juste un seul gateway, puis c'est capable de prendre des données de tout. Mais tu es hyper limité en données. Parce que là, tu ne veux pas envoyer trop de messages parce que sinon, tout ça crash. So, c'est ça la grosse limitation de LoRaWAN. So, Mais donc, les Bluetooth ici, excusez-moi, là, on va pas de avoir problème. quelques questions sur la technologie. oui, Ça, c'est des gens de télécom. Donc là, ça parle avec qui les Bluetooth? Il y a un Bluetooth qui est filaire à un moment donné ou mais c'est le access point qui est en mode écoute en permanence en Bluetooth. Et Ok, dit, donc ça, c'est voici un message. Puis tu peux mettre un filtre pour dire, ben, envoie-moi pas tout parce que je ne veux pas scraper mon réseau. Mais il dit, eh ben, écoute, ça c'est Enotion qui le fait. Quand tu vois du Enotion, ben, envoie le message. Puis tu envoies un paquet. Donc, la access point Bluetooth, il est filaire. Lui est filaire, ouais. Ouais, ok. Lui aussi, tu pourrais le mettre en mode mesh parce que c'est encore un whatever Oui, tout, oui. là. Mais en général, l'idée ici, c'est où ça va super bien aujourd'hui, parce qu'on a commencé comme compagnie de hardware. So, les choses que Benoît a un peu branché, whatever, on a fait du hardware parce que une des difficultés, c'est cool, on envoie des messages, mais s'il n'y a rien qui le capte, tree falls in the forest, is anyone here, right? C'est ça, il fallait que quelqu'un écoute. Faisait du hardware pour ça. Une des belles choses qui s'est passée, tous les bâtiments que vous connaissez, là, ils ont du Wi-Fi. Puis mettre du Wi-Fi, c'est du 2.4 GHz. Bluetooth, c'est du 2.4 GHz. Alors, c'est très facile de dire, ben, écoute, pour le coût incrémental d'avoir un radio Bluetooth qui est en mode écoute en tout temps, s'ils ajoutent du valeur, no-brainer. C'est pour ça, Aruba, depuis 2015, tout leur access point ont un radio Bluetooth. Ils ne savaient pas quoi faire avec il y a 10 ans, mais ils savaient que ça allait venir. C'est un peu pareil avec Cisco, c'est juste qu'ils sont un peu plus fermés. Et du monde qui travaille plus sur Uramura, Huawei, eux autres sont très forts là-dedans aussi. Puis te permettent de faire presque n'importe quoi que tu veux avec le Bluetooth. Ce qui est cool. On peut aussi là-dedans brancher un dongle USB. Tu peux faire du Zigbee, tu peux faire du Z-Wave ou les autres protocoles, ou Enotion. Parce que lui, il se vend aussi en protocole Enotion, qui est une chose allemand à 915 MHz, 868 en Europe. Une autre affaire. Mais en tout cas, il y a plusieurs protocoles wireless. So, exemple avec lui, qui est fun. Lui, combien ça coûte? $5. C'est quoi là? This is made by Germans. Come on. Ah! Oh. You're Germans have made this. Das kann nicht so billig sein. 50 €. OK. Je sais pas si c'est le bon qui parle allemand. Mais... 75 euros. Ah! Non, lui, ça coûte un peu plus cher, mais tu peux l'acheter en module ou comme tout, wrappé et autres. Là. Mais ça revient à plus que 50 $. Si tu achètes en volume, c'est ça. Et il fait quoi celui-là? Ce qui est spécial de lui, qu'est-ce qui fait le beau écran ici? C'est quoi ça? Lumière, détecteur. Photovoltaïque? Oh! Hein? C'est Energy Harvesting. Energy harvesting. No batteries, man. So, c'est ça qui est cool avec lui, c'est que tu peux mettre une petite pile là-dedans pour le booster, mais dans les applications comme ici, où des lumières ou des fenêtres sont ouvertes 8 heures par jour, pas de problème, il va fonctionner à vie. Parce qu'un des gros problématiques,
Peut-être t'as vu ça un ou deux fois dans les cas ou whatever, où une batterie meurt, puis là, ça marche plus. Généralement le jour d'une démo. Ouais. Sur le fait que ça soit autonome, c'est un gros plus, puis c'est là où tu es capable de dire, OK, je paye 50 pour, mais combien est-ce que ça me coûte pour envoyer quelqu'un pour changer la batterie? Ouais. Dans un lab, pas beaucoup. Dans un hôpital, beaucoup. Ben, ça dépend. Si c'est syndiqué comme oh, 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 hey, 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 on ne peut pas toucher à ça, là. J'ai des compétences. Exact. Right? So, Réquisition en termes Santé, d'usage. sécurité. tu vois, c'est un SST, non. So, parfois, tu es mieux de payer plus cher parce que tu sais que ça va fonctionner à vie. Dans le lab, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, sur les portes, si vous regardez le lab de test, sur le coin ici, je l'ai collé. J'ai mis un petit aimant là, parce que lui est capable de faire contact de porte. Il y a un accéléromètre là-dedans. Alors, si on cogne à la porte, il bouge, puis il dit je bouge. Donc, on peut savoir si quelqu'un a cogné à la porte. On peut savoir si quelqu'un a cogné à la porte et ensuite ouvert la porte, parce qu'il y a des données qui disent contact detected, motion detected. Illuminance, parce que tu es en photovoltaïque, ça, tu es capable de dire est-ce que les lumières sont allumées. Et c'est quoi la température et l'humidité? Parce que sont tellement cheap les capteurs de température et humidité que why not? Throw it in there, right? Et si là, par exemple, du vent, par exemple, il y a une fenêtre qui est ouverte, il y a du vent et la porte est elle, comme ça. Du coup, vous aurez la détection que. Ah, mais là, tout ne marche pas, là. Non, mais ça reste que l'aimant, il n'est pas encore décollé. Si l'aimant, il n'est pas décollé, tu ne perds pas ton contact. Ça veut dire que tu bouges, mais tu es fermé encore. Oui, encore fermé, mais le motion, c'est une bonne question. C'est là où tu parles de ta compagnie qui s'appelle anti-whatever, .ai, IA, whatever, là. Et là, tu as beaucoup d'argent pour faire des modèles pour compenser pour cette problématique-là. Et tout. Mais c'est vrai, c'est là où dans le data science, c'est que on ne te fournit pas et la porte est ouverte, là, parce qu'on ne sait pas si c'est sur une porte, là. Ou exemple, à mon bureau, moi, je l'ai sur ma chaise. J'ai une chaise compo, là, que quand je suis là-dedans et je code, mais ça bouge un petit peu. Ça donne vraiment des statistiques excellentes de comment est-ce que moi, je travaille pas. Puis ma conjointe aussi, j'en ai mis une sur sa chaise, je lui ai dit, OK, fine. Mais ça, à la fin de la journée, on est capable de voir, OK, comment est-ce qu'on était au bureau et tout, là, dans une journée. Puis c'est quand même, ça marche assez bien. Ouais. Oui, pour compléter son point, est-ce que vous avez parce que je suppose qu'il doit y avoir une certaine fréquence de résonance pour pouvoir détecter si vraiment ça a été un produit vivant ou c'est quelqu'un qui a cogné ou avec des tuyaux électriques, des croisses. Je ne sais pas si vous avez. C'est une excellente question. Et là, ça va beaucoup plus dans le c'est quoi qui roule à l'intérieur de lui. Ce qui est le fun, avec ce produit-là, tu ne changes rien. Les Allemands ont décidé, ils sont les meilleurs au monde, alors on ne les questionne pas. Okay? Mais il y a des autres produits qui existent, que j'ai peut-être apportés, mais que tu peux les programmer en JavaScript et autres, puis tu peux décider qu'est-ce qu'il fait. Tu peux rouler du TensorFlow là-dessus, tu peux faire des affaires déjà là-dessus, et c'est là le next gen. Puis on peut parler après des clients qui font ça, et on dit, c'est bien beau votre bebelle allemande, là, mais moi j'ai besoin de faire ça. Alors, parfois là, tu vas déjà faire du edge processing ici, qui est quand même possible avec des batteries, avec des puces qui existent aujourd'hui. Cool. Ici, on peut faire du Visitor Flow Analytics, savoir les portes hautes. Quoi d'autre qu'on a? Ah, ouais, les chaises. En arrivant, là, c'est une présentation sur l'Internet des objets. Vous avez tout fait le check de Oprah, là. Est-ce qu'il y a des clés de voiture? Est-ce qu'il y a des capteurs Internet des objets? Personne n'a trouvé? Non? OK, alors, j'en ai pas mis. Mais dans le lab, on a ça. Un certain quelqu'un m'a dit Jeff, ce sera peut-être mieux de ne pas le mettre sur les chaises tout de suite. J'étais d'accord, parce que normalement, c'est le genre de choses où tu peux avoir un peu de messaging de c'est quoi cette affaire-là. Parce que sinon, on se dit c'est un détecteur de bêtes. Est-ce que c'est un détecteur de whatever? Est-ce qu'il y a du monde qui vole les chaises? Est-ce que ça envoie des. Est-ce que ça lit dans mes pensées? Est-ce que ça enregistre? Anyways. Est-ce que c'est lié au virus Corona? Oui, exact. Ouais. Ça, c'est vraiment stupide. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un accéléromètre là-dedans, puis quand ça bouge, il y a juste un threshold, puis il dit Is motion detected? True or false? That's it. Finalement, lui, il n'y a pas de false, c'est juste quand il envoie true, c'est true, parce qu'il n'y a pas de manière sur lui de le dire d'envoyer false. So, c'est en l'absence de true qui dit false. Je le détecte, mais on ne voit pas qu'il bouge, alors je dois faire la déduction. C'est ce genre de petites problématiques de data science qui sont répliquées là-dedans. Mais avec ça, on est capable maintenant de savoir quelqu'un cogne à la porte, il y a une chaise qui a été occupée. Comment savoir une perspective intéressante de qu'est-ce qu'on peut capter dans un espace physique? Quoi d'autre? Là, j'en ai un dans mon sac, mais imagine des. Look at this beautiful wearable here, hein?
avec du pop-out, là, tu peux même l'enlever, tu peux avoir en pendentatif, boucle d'oreille, n'importe quoi. Mais lui, c'est ça, c'est juste une batterie, c'est rechargeable, lui, on peut le passer. Mais une carte, c'est fonctionnellement identique, mais tu pourras avoir ça comme ton badge. Et si tu pèses sur le bouton, ben là, il va envoyer is button pressed, cool, mais ça veut dire quoi? Mais tu peux aussi le programmer pour dire, tu vas envoyer un Unicode code point. The nerdiest, worst word ever, là. Mais c'est-à-dire, c'est comme un caractère Unicode. Si vous avez travaillé avec le Unicode, quoi les choses cool qu'on peut faire avec du Unicode? Genre, on peut rien faire de plus avec Unicode. Asti 7 bits power. Mais on peut mettre des emojis. So, une des choses, un des constats que j'ai eu, je m'en souviens de ça, je promenais mon chien, c'est like, c'est comme, ils sont tellement limités parce qu'on ne peut pas programmer beaucoup dans ces dispositifs-là. On peut juste envoyer comme certaines bits et autres. Là, mais ce serait le fun de dire, mettre un message Unicode, parce que là, n'importe qui peut prendre n'importe quel caractère de emoji ou autre, là, qui veut dire de quoi. Et c'est cool. Le dispositif lui-même peut envoyer un message. Tu n'as pas besoin de faire un look-up de l'autre côté, de dire is button pressed, mais c'est quoi son identifiant? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Non, non. Maintenant, le dispositif lui-même peut dire envoyer un SOS, par exemple. Tu sais? Ça, c'est une des choses quand même le fun qu'on a fait. Avec ça, tu peux avoir ton panic button, mais ça peut être autre chose. Tu sais, quand on laisse du monde programmer, les plus populaires, c'est genre licorne, emoji de caca, tu sais, un paquet d'affaires que tout le monde choisisse. On avait aussi à notre bureau quelqu'un avec tortue, chat, whatever, là, puis s'amuser à juste de temps en temps mettre un chat sur un écran parce qu'il voulait peser sur un bouton. Whatever. Mais ça reste que, tu vois, Jeff, moi, la première fois que j'ai vu les panic buttons, c'était dans des hôpitaux ou dans des centres où tu sais qu'il y a des personnes qui souffraient de démence. Des fois, le personnel médical se faisait agresser. Puis ce qu'il voulait, c'est être capable d'avoir un dispositif, genre un collier sur quoi tu tires ou un bouton ou quelque chose, que tu puisses déclencher une alerte. Je sais qu'il y a une alerte et je sais d'où provient cette alerte. Parce que tu peux le localiser. Tu peux le localiser, lui. Oui. Plus ou good enough. Oui, good enough. Fait que tu sais, donc tu es capable de réagir très rapidement, d'envoyer des gens. Mais ça, il y a 10 ans, quand on faisait ces projets, c'est des technologies propriétaires, c'est des centaines de milliers de dollars pour déployer ça dans des hôpitaux. Puis tout d'un coup, tu te rends compte qu'avec des badges à 20 dollars, puis comme 10, ma commission. Je te fais 10. Ouais. on commence à déployer des trucs qu'avant, c'était vraiment propriétaire, c'était des compagnies, c'était des gros consultants. Fait que ça se démocratise beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est un super point. C'est ça l'idée, c'est maintenant, tu devrais être capable d'acheter ce que tu veux comme matériel, puis de programmer pour que ça fasse ton affaire. Pour que si le vendor n'existe plus le lendemain, ou qu'on n'a plus accès à Shenzhen parce qu'il y a des raisons politiques ou whatever, mais on a quand même une alternative. Plutôt que le propriétaire, tu es lock-in vraiment. Est-ce que nous avons besoin de ce hardware pour cette fonctionnalité ou bien on peut juste l'intégrer dans une montre intelligente? Ah, c'est une bonne question. Deux montres là. Oui, c'est une super bonne question. Alors, les montres intelligentes, ils doivent être assez ouvertes de permettre d'envoyer un message comme vous voulez. En général, c'est ça qui est limitatif. Si c'est genre iOS ou Android, là, ils limitent un peu qu'est-ce que vous pouvez faire dans Bluetooth. Le meilleur moment, c'était autour de 2015. C'était Wild West avec Bluetooth dans les téléphones mobiles. Puis on pouvait faire des choses vraiment cool qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Parce que invasion de vie privée. Avec raison. Mais sinon, il y a des smartwatches qui sont ouverts aussi, qui ont des fonctionnalités super cool. J'en ai un où tu swipes, tu décides quel emoji envoyer, puis tu envoies des emojis. Tu l'achètes à 100 puis tu le programmes toi-même. C'est ça c'est vraiment démocratisé. Si vous voulez faire de quoi aujourd'hui, vous pouvez acheter des choses un peu à la Raspberry Pi, les programmer de façon facile, relativement facile pour du monde qui sont en TI et puis faire des projets vraiment cool. Parce que ça, avant, ça aurait pris comme énormément de temps à faire. L'autre chose aussi, c'est que tu peux l'associer avec ton profil, si tu veux, pour que quand tu rentres dans une pièce, ben, ton visage s'affiche sur un écran comme un directory, Live Directory et autres. Et comme Miguel le disait, là, il est capté par lui, mais peut-être qu'il est capté par plusieurs access points. Puis la puissance du signal nous donne une indication de à peu près il est où. C'est pas précis, c'est pas parfait, mais c'est good enough. All right. Merci. Alors, à qui ça parle plus, là? Là, je parlais beaucoup de JSON, là, mais là, on commence à avoir du time series, du data analytics. This is the good stuff? Non? Je dis non. C'est moins fun. Il y a du monde qui aime ça. OK. So, dans le lab, qu'est-ce qu'on a mis? So, là, j'ai notre interlogiciel qui roule, open source, no problem.
quelle base de données j'ai choisi? Je dis, OK, on va prendre InfluxDB2 parce que là, beaucoup de monde utilise pour du time series, c'est open source, runs in a single binary, blablabla. Donc, c'est assez facile à installer. Et Grafana parce qu'il y a plein de monde qui utilise Grafana. So, finalement, ça, c'est un dashboard Grafana qui prend les données de InfluxDB. J'ai installé ça dans un après-midi. J'ai juste bidulé de quoi. Là, c'est pas difficile à faire. Puis ce qu'on a, on a des températures que, pouf, d'un coup, ça éclate parce que je l'ai sorti du sac et je l'ai déployé à la bonne place. Area occupancy, ça c'est avec le infrarouge. Les lumières étaient solides, batterie, est-ce que les chaises sont occupées? J'ai fait une chaise, juste une chaise. Et humidité. So, tu vois, c'est très facile d'avoir ça. Puis après, avec Grafana, si vous êtes power user, pas même trop power user, mais vous pouvez faire des alerts, des autres règles. Ça va beaucoup plus loin que ça, Grafana. Comme tu vois, c'est des affaires qui ne coûtent pas cher, que vous pouvez acheter sur Internet vous-même. Ça, tu peux le rouler sur un Raspberry Pi, ton laptop, whatever. Et ces affaires-là aussi, tu peux les rouler. Même ça, tu peux le rouler sur un Raspberry Pi 4 standalone. So, c'est incroyable à quel point c'est démocratisé les choses qui étaient difficiles avant. Là, si ça vous intéresse un peu de ce que j'ai parlé, nous, on a beaucoup de tutoriels sur notre GitHub, sur reactive.github.io. Donc, comment est-ce que tu peux mettre ça sur un PC? C'est ça que je suis quand je l'ai installé au lab, sur un Raspberry Pi. Comment est-ce que tu peux installer InfluxDB et Grafana on un Pi, etc. So, on a essayé de publier le plus possible tout ça pour que du monde qui veut faire le do it at home, ça existe. Okay? Tout ça, vous pouvez faire le même setup à la maison qu'au lab pour vraiment pas cher, sans devoir voler les dispositifs du lab, parce qu'on peut les tracker. Alors. OK. Là, il y a bien le lab Lattès, mais ce n'est pas le seul lab au Québec ou au monde qui fait des choses cool. J'aimerais parler un peu des autres labs. S'il y en a que j'ai manqué, ben, vous me le direz, puis on fait quoi ben. Alors, est-ce qu'il y a un certain monsieur ici qui est responsable de ce lab-là? C'est lui. OK? C'est où? Oh, wow, dans la même école. Incroyable. Deux labs. So, ouais, le lab de IoT. Les gars, on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a le Green UX Lab that you inherited. Mais c'est encore une fois, qui est là. Puis, est-ce qu'il y a du monde qui vient du centre Québec, Drummondville? Non? Represent? Non. Bon, oui, Gab. Non, il n'est pas. Non, j'y vais pas, mais j'ai envoyé 2 antennes. moi, je suis ben, Montréal, avec mon accent détecté, là, je suis quand même montréalais, là, mais c'est ça, j'habite maintenant au centre du Québec, ça, c'est comme it's my local centre du Québec thing. So, on regarde, c'est quoi les things in other labs? Bon, est-ce qu'on reconnaît ce monsieur-là? Est-ce qu'on reconnaît ça? Ouais, ça, c'est mon laptop, regarde, c'est incroyable. It's like it's live. Mais dans le lab IoT, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Bluetooth Low Energy. On a commencé à l'époque, avant que les access points et les gateways étaient comme faciles à avoir. So, c'est nos anciens hardware qui sont encore là-dedans, mais qui fonctionnent encore. Ouais. Il y a des choses qu'on a faites il y a plus que 10 ans, là. Ils sont pluggés à vie, ça fonctionne encore. Je suis très fier de ça. Parce qu'il y a zero stack qui va là-dedans, il y a zero update, c'est juste embedded all the way avec un watchdog qui le réveille à chaque fois que ça screw up, puis ça marche bien. Anyways, plein de sensors, badges, asset trackers, plein de choses cool. Puis la partie le fun qu'on n'a pas parlé beaucoup encore, mais peut-être qu'on garde un peu de place pour un démo, ben, c'est du Rain RFID. Ça, c'est les tags comme ça que Benoît a mis un peu partout. Est-ce que j'ai le droit de passer un de ces Gracieuseté du lab IoT. dans la salle? Oh, here we go. C'est un pub pour toi. Tu peux le passer dans le whatever. D'un côté, on voit le label. De l'autre côté, les tags qui sont derrière. Mais c'est où la batterie là-dedans? Batteryless. Peut-être juste pour préciser la différence, je veux dire, pour le lab IoT, nous, on est à l'école des sciences de la gestion. Le mindset derrière le lab, c'est pas du tout. L'idée, c'est de ne pas toucher aux techniques. Nous, moi, je suis prof en gestion des opérations. Et les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont des problèmes d'opération. Des Pratt & Whitney qui disent, écoutez, on a un problème, je ne sais pas où sont mes chariots de pièces. Des magasins qui disent, je ne sais pas quelles sont les zones qui sont visitées par les clients et je ne sais pas comment se faire du marketing. Des gens donc dans tous les secteurs, des hôpitaux, le CHUM, on travaille avec eux, qui ne savent pas où sont leurs chaises roulantes, leurs lits, leurs pompes à infusion. Donc, à chaque fois, c'est des gens qui viennent avec des problèmes d'affaires et nous, on travaille pour régler les problèmes d'affaires. On choisit des technologies qui vont nous permettre de donner de la visibilité sur ceci ou cela.
Donc, on est toujours vraiment très orienté business. Et donc, c'est plus la vocation du Lab IoT. Le Green UX, c'est plus dans le secteur du retail, vraiment magasin connecté. Versus peut-être les profils qu'il y a ici qui sont beaucoup plus intéressés par le volet développement, à partir de tout ce qui est disponible. Ça, c'est le Green UX. C'est ça. Il y a le Green RFID. Puis, juste pour le dire rapidement, il y a de l'infrastructure fixe pour ça. Ce que Benoît a assemblé ici, ça, c'est l'antenne de RFID. On peut un peu vous montrer un peu qu'est-ce qui est là-dedans. Mais tu peux aussi avoir des guns. Des handheld readers, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que tu mets dans ta main, puis tu fais brrr, puis tu scannes tous ces tags-là rapidement. Les deux existent. Puis il y a beaucoup de tags parce que tous les différents modèles de collants de tags, là, ils ont des propriétés différentes. Puis c'est un des gros enjeux, c'est de décider c'est quoi la bonne. Combien tout coûte le tag? Ah, Pose la question. c'est combien? Ben moi, tu paierais pour ça? Là, il va regarder les gars, il sait même pas. Un centime. Le but, c'est que le ça prix du approche. circuit intégré, ouais. Mais le tag comme celui-là, ça coûte aujourd'hui 15 sous. Si tu veux, tu achètes des tags pré-imprimés déjà, tu vas le payer 25 sous. Mais si tu achètes des rouleaux de tags, tu vas les payer 10 sous le tag. Ça veut dire pour 10 sous, tu peux le poser sur un objet que tu commences à tracker. Si l'objet vaut moins que 10 sous, ça vaut plus. Tu vois un peu plus, là, toi tu es déjà pré-tagué en plus. Ouais. J'affiche ma valeur. Voilà. Mais en réalité, on aurait mis tu as un lecteur RFID Impinj dans le lab du Lattes qui est connecté. Tu rentres dedans en temps réel. Le tag va être détecté. On ne sait pas que c'est toi qui va être détecté. Il faut faire l'association dans une base de données. Ah, c'est Est-ce compliqué. que tu détectes cette portée sa chemise? Tu vas faire le check-out après, tu vas voir dans ton compte, là, $10, ouais. Ça. Green UX Lab, ça aussi, c'est juste à côté, c'est un étage de différence d'écran. C'est cool, comme vous voyez, c'est un peu comme un magasin. Est-ce qu'on reconnaît des bonhommes ici qui sont dans la salle? Incroyable, hein? Une petite communauté, là, RFID. Ce qui est fun, là, l'écran et tout, mais regarde, il y a des boîtes de pizza sur le plafond. À quoi ça sert des boîtes de pizza sur le plafond? Ça, c'est Access Point. C'est pas un access point, ça. Ça, c'est ton Impinj Reader, je sais pas quoi. C'est pas un pinch, mais c'est un reader RFID, mais qui est capable de balayer, d'envoyer de l'énergie spécifiquement, de lire et tout. Alors, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de balayer un peu partout pour scanner tous les items comme la chaussure de Benoît ici. C'est le pistolet dont tu parles? Non, c'est pas un pistolet, parce que c'est pas un handheld, c'est vraiment une antenne fixe. Ah, Mais il qui le est fait en capable de faire continu. un scan sur une grande superficie. Ouais. Et ce que ça fait, ça nous sort des positions. Ça dit, écoute, je détecte le tag 77700, je sais pas quoi, et je pense que c'est à la position X, Y, Z. Donc, la géolocalisation en utilisant des tags passifs. Mais Ouais. finalement, c'est quoi le Pareto? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Ces un équipements traducteur. existent. C'est juste, ils traitent les données. That's it. C'est-à-dire, quand vous avez un business, vous allez customiser ça, l'affichage au business précis, c'est ça? Même pas. Pareto, c'est quelque chose que tu ne vas jamais savoir que ça existe. Si on a bien fait notre job, vous ne savez même pas que ça existe. C'est comme un système d'opération ou whatever. C'est juste comme, je sais que ça doit être là pour que les choses marchent, mais that's it. Ce que ça fait traduire toutes les technologies. Ça, c'est un bon exemple. On va voir des choses Bluetooth qui sont là-dedans. Par exemple, le chariot, le panier, le caddie. Là, lui, il va être avec un petit affaire Bluetooth parce que c'est facile de mettre des batteries dessus et autres. So, on est capable de tracker ça plus avec du Bluetooth pour faire des interactions et autres. Et on voit des messages en Bluetooth. Des tags RFID. C'est un autre langage, c'est une autre technologie, c'est un autre protocole à part. Puis comment ils représentent les identifiants, les données, tout ça sont différents. Nous, Pareto, la partie qu'on fait, c'est vraiment juste de traduire tout ça. On parle tous le même langage. Parce que la réalité, je vais dans les conférences de eux autres, je dis, écoute, eux autres, ça vend 5 milliards d'unités par année. C'est quand même pas rien. Ce sera le fun que vous avez des choses en commun. Oh non, 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 ça c'est à part, on ne va jamais toucher. Dans les conférences Bluetooth, je dis, eux autres, ils vendent 50 milliards de chips par année. Peut-être important de connaître que ça existe, c'est une technologie parallèle. Non, 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 c'est quelque chose de différent, whatever. Si on est les seuls à faire voyons-le, il faut que tout marche ensemble parce que tu vas voir, c'est pas juste ça ou juste ça, c'est eux autres plus les autres technologies qu'à un moment donné, ils vont coexister. Puis, si tu ne les traites pas à un moment donné, tu ne rassembles pas ça, et tu arrives avec des données, des silos de données en parallèle qui ne gèrent pas.
C'est ça qu'on fait avec. C'est un gateway IoT où tu vas agréger un peu. C'est un peu ça. Middleware, c'est le terme officiel. Vraiment, c'est entre le hardware et le software. C'est vraiment de rassembler les données dans un format standard avant qu'ils soient traités plus. So, nous, on arrête vraiment à le moment que ça devient applicatif moindrement, ça ferme les portes de différentes choses. Ce n'est plus nous. C'est vraiment. Mais ça reste que, je veux dire, on peut aller. Reprenons l'exemple de la géolocalisation. La technologie de RF Control, elle est fantastique pour géolocaliser les objets. Mais moi, si je génère du data avec, ça va me donner un numéro de 24 caractères, c'est le numéro du tag. Ensuite, une position X, Y, Z. Ensuite, ça va me donner. Bref, ça va me donner une série de chiffres. Mais moi, si je veux prendre tous ces datas puis les traduire pour en faire quelque chose, par exemple, dire où est le t-shirt jaune large du CAM, ben, je vais recevoir juste du data en vrac qu'il faut que je nettoie, je filtre, j'organise pour pouvoir ensuite l'envoyer dans une application facile. Puis c'est là que j'utilise Pareto. Ouais, Pareto. So, une dernière chose à parler de ici, de lab. On a ça maintenant, qui coûte un peu plus cher. Donc, on va deviner combien. Mais lui, on colle, par exemple, magnétique, mais je pense pas que ça va se dire. Oh, wow, look at that! Ah, la magie! Hein? OK. Qu'est-ce qu'on pense qu'il fait, lui? C'est sur l'écran quelque part. Ah ouais. Ça, c'est un radar. Tu dois l'alimenter quand même avec du 12 volts. C'est un peu pain in the ass. Ça prend un fil. Mais c'est Bluetooth après. Il va juste envoyer des messages Bluetooth qui disent qu'il y a tant de personnes dans la zone que je vois parce qu'il envoie des radars 60 mm ou whatever, le petit radar, capable de même localiser des personnes. Pas savoir c'est qui, mais tout. Ou tu peux le mettre devant une porte et de savoir combien de personnes sont passées dans une direction par rapport à l'autre. Ça, c'est un peu plus cher. Not that much, actually. Like $40 or something like that. C'est pas si cher. Mais tu vois, tu retrofit ça, si tu l'alimentes, puis bouf, tu as des données de people qui rentrent tout de suite. Ce serait avant commission et Quelle est la fréquence pour la portée? La portée? Oui. Ça, idéalement, tu le mets à, je pense, 15 K. Alors, 5 mètres. Si tu peux. Parce que c'est une faisceau. C'est un peu comme les boîtes à pizza, là. Tu as ton faisceau. Quand ils sont assez bas, ça couvre moins de superficie. Mais il y en a que tu peux mettre à 25 pieds et même plus, dans genre des usines ou des warehouses. Et là, ça couvre une grande superficie. Ça devient très intéressant. All right. Dernier SNIMI, c'est, vous n'avez probablement jamais visité, mais c'est comme une usine, comme une plancher de transformation à l'eau. Il y a le cégep de Drummond qui est là-dedans. Alors, toute la machinerie qui est derrière, il y a des étudiants qui viennent l'utiliser. Puis eux autres, ils ont Aruba partout, les points d'accès Aruba. Et puis, tout ça, ils ont plein de capteurs industriels qui font un paquet de choses qui est le fun. Et grâce à des interventions, ils ont aussi du Rain RFID avec les boîtes à pizza sur le plafond, on ne les voit pas. Là, ils sont à la bonne hauteur pour que ça couvre vraiment une grande superficie. On imagine ici, on peut donner des tags qui ressemblent un peu à ça, par contre, c'est des modèles un peu différents, et d'avoir ça sur des objets. Tu vas être capable de savoir c'est où sur le grand plancher là. Ça, c'est quand même magique. Quand l'infrastructure est payée, le coût marginal d'ajouter ça est tellement faible, puis il n'y a pas de batterie qui pète ou rien d'autre. C'est juste si tu le déchires ou puis pas de problème. Mais là, tu peux tracker des choses, compter des personnes, etc., etc. Ça devient vraiment le fun. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, notre logiciel est là pour juste tout traduire. Puis juste un gros fire hose de JSON qui arrive. Puis là, tu donnes du monde, OK, fais des analytiques là-dessus. Prends de ce flux-là ce que vous avez besoin pour régler un problème, pour faire des tests, etc. Pour finir, la test, pas finir la présentation, mais sur la test et les technologies, vous avez du Rain aussi. Vous avez acheté le Impinj Reader, qui a la beau check-it design, c'est comme asymétrique et cute et whatever. Lui, tu peux brancher plusieurs antennes, un peu comme Benoît a fait ici, il y a une antenne, il y a des antennes qui sont petites, des gros et tout. Et ça peut lire vos tags lattest. Est-ce que tu approuves de mon numbering system? Easy. Ça veut dire quoi A1DC? C'est pas un I. Ben, c'est un 1 parce que c'est hexadécimal. So it's like AIDC, but it's Automatic Identification and Data Capture. Ouais, c'est ça. C'est un autre acronyme pour vous. Avant que c'était Internet des objets, les codes barres et tout ça, ça tombe sur AIDC. Not Artificial Intelligence, non. Automatic Identification and Data Capture. Puis
Ça, c'est une extension de ça. Les codes QR, c'est tout du AIDC là-dedans. C'est vraiment plus sur la partie identification et un peu cap de données. Ça, vous pouvez jouer avec ça aussi. So, exemple, vous avez beaucoup de tags. On a acheté des milliers de tags, je crois. Vous avez le beau branding. Est-ce que vous approuvez de mon branding que j'ai mis là-dessus? Oui? OK. Nice. C'est bon pour des photos, là, pour Instagram. Puis là, dans ce cas-là, le vecteur, il y a l'antenne qui doit être dans son faisceau. Et quand la boîte est là, on le scanne. On le bouge, on ne le scanne plus, il n'est plus actif. Non, on peut utiliser ça pour compter, tracker, etc. Et dans ce cas-là, pour compter c'est le receiver ID, le receiver antenna et le signal strength qui vont nous dire, OK, si lui capte sur telle antenne à au moins telle puissance, je vais dire qu'il est dans la zone, exemple, puis ça fait que c'est quoi? En tout cas, vous pouvez taguer tous les items dans la test si vous voulez, toutes les personnes, tous les objets, animaux, etc. L'autre chose que vous avez dans la test, c'est beaucoup de pub pour. Hein? Vous avez 4 displays 55 pouces. Parce que le dude des TI, là, il est vraiment fin, puis il a fait comme Jeff. I'm going to give you 2 55-inch TVs instead of 165. OK, go for it, whatever, là, tu sais. Je ne sais pas comment ça fonctionne le budget. Vous allez avoir plusieurs écrans. Une des choses de fun avec l'Internet des objets, c'est que vous pouvez mettre des displays, comme exemple, ça c'est un web app qu'on fournit avec notre interlogiciel, pour que ce soit un peu plus applicatif. Puis là, tu vois, c'est quoi les données environnementales, c'est quoi les événements qui se passent et autres. L'autre display ici, tu vois, c'est comme une explosion de bulles, mais ça, c'est toutes les choses qu'on capte. Dans ce cas-ci, c'est juste en Bluetooth, c'est tout le crap de Apple et Microsoft. Je pense que c'est l'Université de Sherbrooke pour. Oh, ouais, c'est ça, c'était à Longueuil. Ouais. Mais tu vois, on capte beaucoup de choses. Puis dans chacune des choses-là, ben, tu peux drill down puis voir les autres données, etc. Il y a quand même des web apps qui sont là. C'est pour ça que je dis Your web app here. Vous aimez faire des applications web. C'est pas si difficile, autant le vôtre. Ou juste de prendre un dashboard, Grafana, votre outil préféré, mettre sur l'écran, et partager ça avec tout le monde dans le lab. On finit en comme 8 minutes, hein? So, on va faire le petit démo. So, skip over this. Et aller geolocate. Juste autre chose aussi, les access points, là. Ils ont aussi du GNSS là-dedans, ils écoutent pour les satellites. Ceux qui sont proches des fenêtres peuvent se auto-localiser, puis après, ils font du ranging entre eux autres pour comme faire de la localisation. Donc, un jour, il sera possible de faire du indoor GPS comme il faut, mais ça, encore, on garde le standard. So, pour juste faire le wrap-up de nous, vous avez vu s'il y a des choses sur le web, you find it, si tu as des questions, tu peux nous parler. Je vais parler des clients, mais on va skip that, puis on va aller faire des mots de Benoît. Pas juste une démo, après ça, je pense que ça va soulever peut-être des questions. Mais au moins qu'ils le voient avant que. What's the best way to do, si je me connecte sur Hyperlocal Context, je peux faire de. Non, c'est vrai, tu es sur l'Internet, c'est. Pour dire aux collègues, à un moment donné, on va organiser une formation de Pareto avec des simples case studies. Donc, on fera appel à ceux qui veulent. C'est branché où, tu t'as connecté? Est-ce que tu as HDMI? Une fois que tout est installé. C'est quoi cette valise, Jeff? Peut-être tu peux la présenter? Oui, je vais donner un HDMI à Benoît. On va. Here for a second. Au SNIMI, l'usine qu'ils ont présentée, le problème d'affaires, en fait, c'est des environnements, c'est un grand laboratoire de transfert d'expertise manufacturier. Les entreprises qui veulent apprendre à usiner, souder, etc., ils leur présentent des machines pour ça. Et eux, lorsqu'on discutait, ils disaient, ah, c'est sûr que nous, notre core business, c'est ça. Mais quand on a le suivi de la production en cours, on ne sait pas où est la production. C'est là qu'on a dit, ben, on va taguer ta production, puis on va être capable de la tracker en temps réel. Comme ça, se tient une palette qui arrive en face d'un stand ou d'une machine, puis qu'elle est prête à être usinée. Ben, c'est comme si la palette va lever la main et dire, guys, ça fait 10 minutes que je suis là, qu'est-ce que je fais? Et c'est un peu l'idée. All right. So, ce qu'on présente ici, maintenant, on a transféré, c'est Benoît son ordinateur qui est sur le Briefcase Kit. Mais honnêtement, si vous allez sur le réseau local qui s'appelle Hyperlocal Context, qui est un réseau ouvert, vous faites le Captive Portal, vous avez accès à ça. Finalement, dans cette mallette-ci, dans cette briefcase, on essaie de mettre toutes les technologies Internet des objets
qu'on pouvait. So, il y a un Access Point Aruba. Il y a le R700, le Reader RFID. Et un Raspberry Pi industriel qui est. De tous les tags. Ouais. Benoît, est-ce que tu veux expliquer un peu qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ben, ici, il y a l'antenne qui est connectée au lecteur Impinj. Donc, l'antenne, il balaye l'espace ici, puis il lit tout ce qui est tag RFID passif. OK. Donc, à la lecture, évidemment, on voit juste les tags bleus parce que les tags ne sont pas associés à aucun objet. J'ai quand même pris le temps d'associer les tags, par exemple, à différents objets. Donc, ça se fait dans la couche applicative. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il lit les tags, et dans la couche applicative, on est capable d'associer finalement un tag à différents objets. Donc, j'ai des tags ici, même type que ça ici, je les ai associés à différents objets. Donc, j'ai une bouteille de vin. Ici, j'ai des plasters, médicaments. Capable de voir ici. Microclip. J'ai mes perruques ici. Qu'est-ce qui se passe si tu cliques là-dessus sur ton. Oh, Benoît! Et comment qui sait que c'est ça? C'est qui a mis l'image là-dedans, Benoît? C'est moi qui ai mis l'image. Donc, j'ai OK. associé le tag à l'objet. Donc, en principe, si vous avez une palette de ces objets-là, ils sont tous tagués, ils passent devant l'antenne ici, on est en mesure de compter le nombre d'items qu'on a reçus à la lecture ici. Donc, j'ai du vin ici, du vin américain, c'est un peu plus rare. J'ai tagué ça ici. Alors, ça, c'est l'image Donc, à l'objet, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est l'application. c'est dans l'application. Ben, c'est ça. Si on l'a fait ici, on donne avec l'intergiciel des outils pour être capable de monter des preuves de concept facilement. Tout ce qu'on voit qui est Apple, c'est on détecte que c'est ça et autres. Mais exemple, si Benoît, tu scroll down un peu, il y a comme la place ici, si tu veux l'associer avec un genre un produit, le donner un nom et autres, tu peux le store. Puis sur la machine qui roule Pride of Anywhere, ça va stocker ces données. Ça, c'est fait pour qu'à petite échelle, tu es capable de faire preuve de concept pour dire, regarde, ça marche. Impress your coworkers, plus important, impress your boss. Comme Benoît a rentré une photo de lui-même. Comme j'associe ici, moi, un tag ici. Donc, si je me prends dans l'espace va me reconnaître. Mais je pourrais, comme Jeff dit, par exemple, si je suis dans un hôpital, je vais associer, par exemple, le produit à une pompe à infusion. Pour donner l'exemple de l'hôpital, je vais choisir ici, le gros, picture, je vais chercher une pompe à infusion. Oui, je vais. Et moi, Allez. Ça s'appelle comme un digital twin d'un certain sens, mais c'est le plus facile. Je donne un nom, je donne une image. Mais on est dans le monde de semantic web un peu. On peut aller beaucoup plus loin, associer ça avec des JSON qui ont des liens vers plein d'autres choses comme l'organisation et autres. Tu peux aller vraiment loin dans les jumeaux numériques, dans des digital twins. Ce qu'on a fait, c'est juste faire en sorte que tu peux associer une image à un. Et vous pouvez aller plus loin aussi. Il est mort. Non. Ah. Pendant le démo. Les gars parlaient de ça dans le jour de démo. Non, c'est le jour de la démo que ça arrive. C'est ça. Batterie. Batterie. Est-ce qu'il y a des questions en parallèle pendant que Ben parle des TI? Je pourrais peut-être dire un peu le contexte de ce qu'on voulait faire au LATES. Donc, ce qu'on voulait faire au LATES, c'est ce qu'on a appelé un Living Lab. Donc, c'est faire l'expérience de faire rouler une application IoT pendant des années. Donc, c'est quoi les problèmes qui sont soulevés? Qu'est-ce qui arrive? Donc, nous, dans le génie logiciel, on sait faire fonctionner quelque chose rapidement. Là. En général, on oublie, on passe à autre chose. Et là, l'idée, c'est de développer une application, mais qui roule tout le temps, qui va continuer à rouler pendant des années. Et l'idée de voir qu'est-ce qui se passe. Bon, d'abord, il y a la réaction des usagers de la salle, qui au début vont trouver ça le fun. Est-ce qu'ils vont continuer à trouver ça le fun?
Euh, Puis on essayerait différentes choses, du genre détecter différents trucs, euh, commencer à calculer les heures d'occupation, voir est-ce que les gens réagissent toujours de la même façon, si on affiche l'information de façon anonyme ou si avec leur nom, et puis voir comment leur perception évolue. Donc, on voulait tester ces choses-là. Mais aussi un système qui ramasse des données. Donc là, Jeff vous a parlé de, bon, on va ramasser ça dans InfoxDB ou voilà, ouais. DB2. Euh, OK, ben, comment on fait pour accumuler des données pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Quelles sont les mesures qu'on va prendre? On va devoir faire de la aggregation. What issues are going to come up when you do that? Il y a tous les problèmes des études, des équipements. Il y a un équipement qui meurt. On va le remplacer. Comment est-ce que ça se passe? Les mises à jour de firmware. How to do over the air. Donc, tous les problèmes théoriques qu'on lit dans la littérature, on veut les vivre sur des cas particuliers. Donc, c'est ça l'idée. C'est pour ça que quand tout sera installé, ils vont nous donner une formation pour pouvoir programmer des choses. Et puis, on va programmer quelque chose et on va le laisser rouler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voir what happens when you run an application like that for a long time. Ouais, qui est une question très importante parce que au début, c'est toujours waouh, c'est le fun, on fait de quoi, on capte les données, ça marche. Mais le moment que ça ne marche plus, puis c'est comme pas certain, est-ce que c'est les batteries, est-ce qu'on a explosé la base de données, est-ce que X, Y, Z. Il y a de plus en plus de problèmes qui arrivent, puis j'ai pas vu beaucoup de bonnes recherches et autres là-dessus. C'est plus dans le qu'est-ce qu'on peut faire et pas dans le oh crap, comment est-ce qu'on supporte ça, parce que maintenant, on dépend là-dessus. C'est cool pas. Mais ce qui est bien avec l'infrastructure quand même que vous avez, qu'on a, parce qu'on a la même sur certains points, c'est qu'elle est multi-use case. Je veux dire, le même tag comme ça qu'on peut utiliser chez Decathlon pour faire les relevés d'inventaire, c'est le même tag qu'on peut utiliser pour suivre une barre, le même tag qu'on peut utiliser pour du working. Je veux dire, chaque technologie est utilisée dans tous les secteurs où c'est qu'on veut suivre et identifier des objets. Fait que pour les étudiants, je veux dire, si moi j'étais codeur, je veux dire, une classe qui a 20 codeurs, chacun peut prendre la même technologie et faire un programme développer une application dans un secteur en particulier. Donc vraiment, je crois qu'il faut miser sur cette transversalité sur le potentiel extraordinaire que ces technologies apportent. Les use cases sont immenses. Une dernière chose que je vais présenter parce que c'est quand même le fun. En dernière devinette. C'est quoi ça? Rien. Exact. C'est quoi? Une caméra? Une caméra. Ah oui, OK. So là, on travaille avec du monde qui sont en nucléaire. Les centrales nucléaires ont toutes été conçues avant les technologies numériques. So, toutes, c'est des aiguilles. C'est des jauges avec des aiguilles. Ouais. Et pour envoyer quelqu'un pour lire l'aiguille, là, ouais, c'est compliqué parce que tu prends de la radiation et autres. Là. Si on fait avec ça, ils ont fait un petit caméra. Ils ont programmé en Python. Mais on les a aidés à faire la première version en Python. Ça va du Python là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça décide c'est quoi la position de l'aiguille entre 0 et 100. Et ça envoie juste un message Bluetooth dans les arbres entre 0 et 100. Puis après ça, ils sont capables d'interpréter c'est quoi. Mais eux autres ont réussi à le faire avec juste des petites caméras de Sur l'autre frontière dans Internet of Things, qui est incroyable, c'est dans Machine Vision, l'intersection. Avant, c'était ça, tu te branchais avec du IP, Power over Ethernet ou quelque chose. Mais c'est possible maintenant d'avoir, imagine un cabinet avec toutes sortes de capteurs, incluant des caméras. Tu prends un off-the-shelf, tu dis, ah non, toi, tu veux être une caméra aiguille. Non, toi, tu veux être une caméra niveau. Toi, tu veux être une caméra thermographie. OK, cool. Tu le places où tu veux, paf, il y a des données qui rentrent dans la base de données. Parce que la localisation est possible, good enough, identification est haute. C'est ça la partie le fun de l'Internet des objets, de ce qu'on voit dans la demande, c'est que à un moment donné, du monde vont trouver ça juste comme des outils parce que c'est tellement facile à juste prendre ce que tu veux. Ça coûte tellement pas cher et les infrastructures sont déjà là. C'est un peu ça le résumé. Et le gros problématique, puis merci d'avoir fait le rappel pour la test parce que je l'oublie toujours, mais c'est ça. Du moment que vous captez des données, énormément de potentiel, mais on est dans un autre royaume maintenant où what's going to break? What's going to go wrong? Comment est-ce qu'on supporte tout ça? Parce que du monde va dépendre de-dessus, ils ne veulent pas aller de retour. Puis, très important. So, dans vos carrières, dans vos recherches et autres, là, il y a encore beaucoup de problématiques à résoudre et beaucoup de choses de fun à faire
à faible coût et faible effort. D'autres questions? D'autres choses pour le démo? Je vais montrer. Il n'y a personne qui demandait c'est où mon téléphone. C'est clair que votre téléphone est là. Il y a des dispositifs Apple. Ouais. Et on a, Alors, c'est des dispositifs qui sont captés de façon anonyme d'un rayon Ouais. de quoi, 500 pieds carrés. Yeah, ça dépend puis peut-être de l'autre côté aussi, dépend de mon le secrétariat, juste derrière. C'est ça. Mais une des choses, juste si vous êtes curieux, vos téléphones, ils changent leur identifiant toutes les 15 minutes. Okay, so, même si on est capable de savoir c'est quoi le iPod légal, ben, en 15 minutes, il va changer son identifiant. Ça, il faut vraiment que je sois. Ça, c'est la première fois que je le vois. Ouais, ça, c'est les Moco Smart. Ça, c'est les. Ah, c'est quoi qui est où? Ouais, c'est l'other crap. Ça, c'est un des défis aussi, là. Vous vous demandez, ben, à quoi est-ce qu'on sert? Les manufacturiers en Chine, ils vont faire des produits Bluetooth, mais on va juste prendre l'identifiant n'importe quoi, de quel whatever et tout. Là, c'est un peu Wild West. Là. Il n'y a pas vraiment de police là-dedans. Sur le ZEP que tu as montré, c'est une compagnie qui s'appelle Moco Smart, mais ils ont repris les actifs d'une autre compagnie, ils n'ont jamais changé l'identifiant. Ça, c'est un peu le défi. S'il y a beaucoup de choses, mais comment est-ce qu'on les identifie? Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux présenter ça. Ça, c'est ce capteur ici, qui s'appelle Hibu Air, qui n'a rien à faire avec nous et notre Hibu. En fait, c'est des Suédois qui ont pris un nom français. Qu'est-ce que ça fait, Benoît? À différents niveaux. Là. Nous autres, on appelle notre capteur CNESST. Donc, dans l'usine, tu peux monitorer un paquet d'éléments, donc le niveau de CO2, la pression, l'humidité, le niveau de bruit, super intéressant, les usines de comprendre le niveau de bruit. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Et volatile organic compound. Je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais on peut détecter si Les particules, les dans l'air. dans Ouais, l'air. trop de particules dans l'air. Et tu sais, regarde le temps de Covid. Il disait, ah, il faut mettre des capteurs de ci dans les classes et des. Ça veut dire que tu mets un truc comme ça, tu viens d'avoir ton data. C'est ça. Ça coûte combien? Lui, c'est plus que 100 $. Combien écoute, Un peu plus que 100 $. un peu plus que 100 $. Ouais. Taux de particules, Ouais. gaz. C'est un peu plus compliqué, oui. Je veux dire, c'est quand même. Mais les capteurs là-dedans sont plus. Puis c'est des Suédois, puis c'est fait en Malaisie. C'est ça aussi. Si tu regardes le supply chain, coûte un peu plus. Ouais. Et là, entre les liens, là, je vois, vous avez du BBM, c'est la puissance. Ouais. So, la représentation d'un graph ici, c'est un des défis, c'est OK, on capte tellement de choses. Comment est-ce qu'on est capable de représenter ça d'une façon que les humains sont capables de comprendre qu'est-ce que l'ordinateur comprend. So, finalement, tout est un graph. Puis les liens sont tous qu'est-ce qui est proche à quoi. Ça, c'est possible sans avoir de la localisation, juste tous les objets avec les puissances, de faire un graphe de tout ce qui existe. Puis là, tu commences à comprendre un peu la localisation. J'ai mon deuxième receiver que je peux voir le plus m'éloigne. On va l'impact sur le. Moins 73. Refresh à toutes les 10 secondes. Ben, finalement, derrière les scènes, plus 78. So, comme plus haut le chiffre, parce que c'est négatif, là, c'est plus haut. Qu'est-ce qui se passe, Benoît, si tu mets derrière toi le Infusion Pump? Est-ce que tu vas absorber le signal avec le pizza que tu as mangé? Ouais, il a absorbé. Ça aussi, on ne va pas en parler trop parce que là, on a dépassé un peu le temps. Vous me dites quand c'est finish, mais c'est ça, nos corps aussi, parce qu'ils sont de l'eau. Pas mal. Mais c'est ça, ça absorbe le 2,4 GHz. Ça fait qu'avec Bluetooth, tu as un badge devant toi. La puissance lue derrière est inférieure à ce qui est devant toi. So, une des difficultés de localiser des objets dans un espace, c'est qu'il y a des réflexions, des choses qui rebondissent un peu partout. Et également, il y a de l'absorption des personnes qui sont présentes. Alors, si vous montez quelque chose dans le lab la test, ça marche parfaitement. Vous invitez du monde à venir voir. Qu'est-ce qui se passe après? Ah, ça ne marche plus parce qu'il y a des personnes dans le bâtiment. Là, je dis, oh non, non, sortez-vous parce que j'ai besoin que mon démo marche. Et puis après, ça marche. Quand on capte une centaine d'objets dans la salle, est-ce que c'est fiable à 100% ou est-ce qu'il y a des erreurs dues à des interférences ou... C'est une super question. Alors, oui, il y a quand même des interférences. Le Bluetooth Low Energy, ce que ça fait pour rester fiable dans la plupart des scénarios,
Les dispositifs, ils vont tous envoyer le même message sur 3 canaux de suite. OK? Ça veut dire, OK, j'ai besoin d'envoyer ma température. Je l'envoie en canal 37, 38, 39. Bang, 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 comme ça. Puis là, les antennes qui écoutent, ben, s'ils sont bons, ils vont écouter sur les 3 canaux. C'est rare, mais en tout cas, il y a des chances que des messages passent, même s'il y a des collisions dans les airs. L'autre chose qu'ils font bien, c'est par exemple ben, les capteurs infrarouges, là, mais on voit toutes les 5 secondes. Tu as vraiment besoin d'avoir une précision à toutes les 5 secondes. Tu peux même le descendre à 10 fois par seconde si tu veux. C'est ça, ils envoient plus de données qui est nécessaire. C'est une autre opportunité pour l'intergiciel de dire, écoute, je n'ai pas besoin de te passer chaque paquet, je peux faire une compression parce qu'on veut juste avoir une granularité à la seconde, à la minute, à la whatever. So, c'est un peu ça. Dans le RFID, c'est quand même impressionnant so, avec ces affaires-là parce que de manière hyper simple, ce qui se passe, l'antenne envoie de l'énergie, un carrier wave, puis eux autres, ils vont faire un reflect. Ils vont réfléchir, moduler leur identifiant et tout. Mais ils doivent ne peuvent pas le faire tout en même temps parce que sinon, ben, c'est juste des interférences. C'est comme un random hold-off et tout. Ça, c'est impressionnant de voir à quel point, quand vous avez une palette avec des milliers de tags, parfois à l'intérieur de quelques secondes, on le. Donc, c'est suffisamment. Oui, c'est ça. C'est tout. Là, ça, c'est l'autre ici que j'avais, au mois des mots, j'avais dit que ça, c'était Mais pour des applications dans un ça, c'est hôpital, l'Arcis. le DNAF n'est pas suffisant. Ouais. Enfin, moi, il y a une dizaine d'années, on était appelé avec un collègue, Frédéric. On est allé à Rimouski pour un projet avec l'hôpital de Rimouski. Ils avaient un problème Oui. avec leurs objets. Ils mettaient des tags. Et quand ils voulaient faire l'inventaire, ils se trompaient tout le temps. Parce qu'ils mettaient les tags dans des boîtes, là, à côté de l'autre. Donc, il y avait toujours beaucoup d'interférences. Donc, eux, ils voulaient savoir à chaque fois, il y a combien d'objets dans un placard et l'erreur était 10-20%. Ils voulaient résoudre ce problème. Donc, on avait fait un petit projet avec eux. Donc, est-ce que ce problème, Ça existe encore. ça existe? Ok. On ne peut pas juste prendre des technologies et dire, OK, cool, pouf, ça marche. Moi, je fais toujours le everyone has a plan until they show up on site. OK? T'es comme, OK, t'as envoyé les choses et tout. T'arrives, t'es comme, hey, voyons comment t'as mis l'antenne derrière un poteau en béton. Pourquoi t'as mis, tu sais, il y a plein de places où se tromper. En général, tu peux régler ces problématiques en avance, puis parler un peu de. Et ça, c'est un problème classique. Il y a deux façons de le régler. La première façon, c'est dans l'installation. Parce que tous ces tags-là, même ceux-là, eux, ils sont bêtes. Là. Je veux dire, tu les interroges avec un lecteur, ils vont te répondre 1000 fois par seconde, je m'appelle 001, je m'appelle 001. Fait que si je veux juste lire ceux-là, mais je risque de lire ceux qui sont dans la boîte à Benoît et tout, et des erreurs, c'est facile. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est designer des environnements où c'est que j'ai envie de lire, seulement ce que j'ai envie de lire en travaillant sur le physique. Un projet dont on avait travaillé avec Iman derrière, qui était, par exemple, sur une armoire. Quand il voulait déclencher un réapprovisionnement, il prenait une boîte, il mettait la boîte vide en haut de l'armoire. Mais tu n'as pas envie de lire celles qui sont dans l'armoire. Ben, tu crées du shielding, puis ça va marcher. Ou alors, l'autre façon de faire, c'est de créer au niveau du logiciel, c'est-à-dire tu lis tout et après tu filtres, tu nettoies, tu organises. Ou alors tu filtres dans le physique et dans le virtuel. Mais c'est des problèmes qui sont classiques, qui existent. Il y a 10 ans, c'était encore nouveau. Aujourd'hui, il y a 10 000 business cases où c'est que ça a été réglé. On est capable de faire ça. Parce que le défi à l'époque, la solution devrait être au niveau logiciel. Aujourd'hui, au niveau du hardware, on peut faire beaucoup de trucs avec du shielding, réduire les puissances au niveau des lecteurs pour pouvoir minimiser le champ de radiation, créer je veux dire, minimiser les interférences. C'est des problèmes que les vendeurs de hardware ont déjà réglés en grande partie pour nous. Mais ça reste que c'est pas vrai que les installations, c'est du plug and play. C'est pas vrai. OK. Tu vois, j'ai réduit là, la puissance du signal reçu là, pour juste décoller. Il va réduire la portée de capture. Mais des fois, quand tu réduis trop, tu n'arrives plus à détecter ce que tu as envie de détecter. Il faut jouer, là. Je veux dire, c'est. Ça, c'est quoi Tu peux cliquer sur là, on peut l'expliquer. Ce que je sais que tu voulais faire. So, ben, on va montrer sa pompe à infusion. Ça, c'est une pompe à infusion. Elle est très petite. Puis là, on voit, il est proche à ce capteur, ben, ce gateway ici. Là, je l'ai touché, je l'ai brisé. C'est ta pompe. Mais comme on voit, il est capté quand même
à plusieurs endroits. Mais lui, c'est à moins 36 dBm parce qu'il est vraiment, vraiment proche. On est capable de dire, OK, wow, il est vraiment, vraiment là. Par où tu veux que j'amène? L'autre vecteur est ici, puis ça serait l'autre zone. L'autre zone, OK, c'est déplacé quelque part d'autre, là. Il saute la porte parce que je vais le voler de l'hôpital. C'est lui en haut à droite. En fait, c'est ça. En fait, c'était l'autre. C'est lui en bas, là. Donc, Yeah. So, c'est comme ça, avec la puissance captée, on peut faire de quoi. Puis on a quand même des visualisations et autres là, pour faire de quoi. Puis on utilise du GeoJSON. On est très orienté standard. So, s'il y a du monde qui a joué avec du GeoJSON, c'est ça qu'on utilise pour que ça marche sur les cartes. C'est facile de planter un projet. Je me rappelle un projet, un des premiers projets à l'époque où vous étiez encore avec PureLink. Mm-hmm. Un camion des camions dans des cours qui reculent, puis pour éviter d'écraser des employés, tu veux détecter l'employé. Le gars nous appelle, il dit, on a un système qui est tellement performant qu'il ne marche pas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils avaient une antenne, elle détectait tout le monde. Fait que dès que le camion reculait, il s'arrêtait. Il te détectait le gars à 20 mètres, l'autre gars à 10 mètres. Il dit non, j'ai envie de détecter juste celui qui est là. Mais là, tu vois, ça veut dire que tu dois limiter la portée, contrôler, t'assurer de t'arrêter avant de l'écraser. Les installations, là, ça reste encore une compétence, je veux dire, quand même. Et la vérité, c'est que si tu ne joues pas avec, si vos étudiants ne prêtent pas ça, puis ils ne jouent pas avec, ben, vous allez rester avec un manque. Ouais. Il faut faire du hands-on là-dessus. La théorie plus pratique, là, c'est deux mondes. Puis il y a des grosses choses, c'est ça. Ça fait 20 ans. C'était quand même par hasard que je suis tombé là-dedans. J'ai fait ma maîtrise en intelligence artificielle. Puis d'où là, Air France a perdu ses bagages, mais lui, génie physique, alors il va faire un tag lui-même qui va être capable de suivre des bagages, il va vendre ça, il va devenir riche. J'ai travaillé, bon, 7 ans de ma vie, 7 ans de ma vie là-dedans, à essayer de localiser des choses, j'ai appris beaucoup. Mais ce que j'ai appris le plus, c'est qu'est-ce qui ne marchait pas. Puis avec les compagnies de suite, après, dans lesquelles on participait, c'est à chaque fois, c'était de dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire que pratiquement, il y a plus de chances que ça marche? Puis le gros du défi de ça, c'est que, ouais, dans un lab, tout marche, mais dans le monde physique, avec toutes les contraintes, avec les humains et autres, là, il y a quand même un gros gap. Alors, si vous êtes capable de devenir fort là-dedans, c'est vraiment l'expérience, ça prend beaucoup de temps. Là, c'est des skills que on ne peut pas enlever. C'est pas quelque chose que l'intelligence artificielle va te voler trop vite encore. Peut-être en 1 ou 2 ans, mais bon, vous avez une petite maîtrise là-dessus. Il y avait l'autre élément aussi, c'était la précision. Tout le monde cherchait à avoir une précision, là, 1 millimètre près, alors que ce n'est pas nécessaire dans 80% des cas. De savoir que c'est ici dans la salle, là, c'est suffisant, c'est good enough. Si tu veux avoir un peu plus de précision, mais tu viens de monter en coût au niveau de la question de ton objet. Il y a une question. Il est temps que vous avez des sons passifs aussi. Quelqu'un devrait être l'enjeu s'ils sont actifs. C'est quoi la différence entre passif et actif? Oui, c'est ça. Quelqu'un devrait être l'enjeu si vos stats sont beaucoup plus sensibles. Ah, OK. Ben, le passif, ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de source d'énergie, il dépend sur l'énergie de l'antenne. Sur lui, tout seul, tu amènes ça là où il n'y a pas de lecteur, mais ça ne fait rien. Tu peux juste lire le code QR toi-même, mais en RF, il n'y a rien. Tout ce qui est actif, autant que la batterie est en marche, c'est là, ben là, ils vont envoyer des messages en continu. Sur entre passif et actif, genre Bluetooth, quand vous avez beaucoup d'items à suivre, et ça vaut la peine d'avoir un coût de payer le coût d'infrastructure un peu plus élevé pour les antennes passives, c'est ton affaire. So, comme tracker des paires de choses, passif, ça va toujours gagner. Mais un cas, exemple, on est dans un aéroport sur le côte ouest, en Californie. Eux autres, leur défi, c'est un gros aéroport international. Ils doivent tracker 6 chiens dans un aéroport. Puis là, tu vas te dire, ben voyons, ça fait aucun sens. Le coût d'infrastructure, ça doit être débile pour tracker 6 chiens dans un aéroport. Mais parce qu'ils sont capables d'utiliser leur Wi-Fi existante, qui a des radios Bluetooth là-dedans, l'infrastructure est déjà là. Dans leur cas, ils choisissent, ils disent comme, ah ben, je vais mettre ça là-dessus, ou je vais mettre lui comme bidule ou whatever. Là. Ils vont choisir n'importe quoi comme tag à mettre sur les chiens. Et puis, on est capable juste de programmer, de dire, OK, ben, tel identifiant, c'est tel chien, ça marche. Ça, pour le coût de 100 $, ils sont capables de le faire. Ça dépend de combien d'items, c'est quoi la valeur des items, etc., qui fait la décision entre passif et actif. Et c'est pour ça que souvent, tu vas avoir les deux qui ont en parallèle.
Et là, le défi devient comment traduire les données. C'est un peu là où notre interlogiciel a un valeur. Lui, il est le fun aussi, il donne la position avec ses YZ dans l'espace. Il y a accéléromètre aussi, oui. Un tag passif, on les utilise pour traquer des unités logistiques. Des caisses, des palettes, des cartons, des t-shirts, c'est des trucs que tu vas jeter. Alors que des tags, parce que la distance de lecture aussi, elle est plus limitée. Alors que les tags actifs, tu peux avoir jusqu'à 100 ou 200 mètres. Il y a des tags, ceux-là qui sont facilement à 20-25 mètres. Ceux qui sont intéressés à voir la valise aussi, je pensais qu'ils vont se quelqu'un. Toutes ces données qui transitent, vous avez rajouté une couche de sécurité ou pas? Oh, la question de sécurité à la toute fin. La sécurité, c'est pas important. C'est quelque chose qu'on bourdonne à la fin, puis c'est fini. C'est une super bonne question. Ben, je vois les NSEC, je vois les whatever, tout là, ça. Ouais. Ça nous fait du boulot. Exact. Exact. Ça, tu vois, comme tous les vendors, tous les vendors qui font n'importe quoi, qui ne suivent pas les standards, ça crée du nous. l'IoT veut dire sécurité. Ouais. Puis moi, c'est ça. C'est creating jobs in security. On fait zéro. C'est pas vrai. On essaie de faire un peu de best practices, mais on a fait qu'avec notre chose open source, tout le monde sont capables de voir comment ça marche. Ce qu'on dit à du monde, c'est ben écoute, chacun a sa propre philosophie de sécurité. Vous êtes bien de mettre ce que vous voulez là-dessus. On fait certains best practices, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai. So, nous, quand tu joues dans ton app, tu veux pas de sécurité parce que tu veux que ça soit accessible. Mais honnêtement, dans la vie, une des choses qui retarde le plus les projets, c'est des certificates. On a un projet, on a fait toutes les choses difficiles, puis là, 6 mois, ça prend pour que, the certs aren't working, it's not whatever, là, on a des certificats de sécurité. Ça, c'est quand même un enjeu, si vous êtes capable de faciliter que faire du bon sécurité facile dans l'IoT, ce serait excellent. Ben, c'est une bonne question. Il faut que ça soit sécuritaire. Cool. Ben, en tout cas, venez voir, là, c'est quand même, on a apporté ça pour your viewing pleasure. Demandez des questions, j'ai des affaires dans ma bidule. Et merci beaucoup d'être ici, d'être resté. J'espère que le